Une fillette de 8 ans se tenait recroquevillée près de l'arrêt de bus, le pantalon trempé et les lèvres pâles. Elle murmura 5 mots qui firent s'arrêter net un soldat qui passait, « Je ne veux pas monter ». Ce qu'il fit ensuite secoua toute la ville. Chaque matin à 6 heures, Noah Hart, ancien sergent des marines, terminait sa course sur Birchland. Sa chemise lui collait au dos de sueur, son cœur était stable, son esprit clair. Mais ce jour-là, ses jambes s'étaient arrêtées sans prévenir. Au coin tranquille de l'ancien arrêt de bus, une petite fille était seule. Elle ne se retournait pas, ne faisait pas les 100 pas, ne consultait pas son téléphone, elle se figeait, comme une ombre coincée entre deux mondes. Vêtue d'un manteau rose à capuche serrée et son sac à dos serré contre sa poitrine, elle paraissait à peine avoir 8 ans. Noah ralentit et s'approcha, accroupi pour ne pas l'intimider. « Ça va ?» demanda-t-il à voix basse. Elle tourna légèrement la tête, le visage pâle comme un fantôme, des cernes sous les yeux, les lèvres sèches et gercées. Ses mains agrippaient si fort les bretelles du sac à dos que ses jointures étaient blanchies. Douce comme l'air, elle répondit « Je ne veux pas monter ». À ses pieds, Noah entendit un léger bruit. Il baissa les yeux. Son pantalon était trempé de la mi-cuisse jusqu'aux chaussures. Ce n'était pas de la pluie, mais de l'urine, une tache de honte qu'aucun enfant ne pouvait cacher. Elle ne pleura pas, au contraire, son corps se recroquevilla sur lui-même, comme pour disparaître. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-il doucement. Ses épaules tremblaient. « Ellie » murmura-t-elle, un petit nom presque perdu dans le vent. Au loin, un léger vrombissement de moteur s'éleva. Les phares ternes du bus 45 perçaient le brouillard matinal. Ellie tressaillit et recula d'un pas, puis leva la main non pas pour saluer, mais pour pointer le bus droit vers lui, comme s'il s'agissait d'un animal sauvage. La portière s'ouvrit en sifflant et un courant d'air froid s'en échappa. L'instinct de soldat de Noah se réveilla. Il jeta un coup d'œil au chauffeur, un homme d'âge moyen qui ne lui offrit ni sourire ni salutation, juste un regard en coin. Puis le regard de Noah se porta vers les derniers rangs, où un garçon d'environ 11 ans était assis, immobile, vêtu d'une veste noire, le col relevé. Il fixait la fenêtre d'un regard vide et froid, comme une eau stagnante ne reflétant rien. Ellie ne dit rien. Elle marchait lentement vers le bus, une main tremblante sur le bord de la porte pliante. En montant les marches, elle regarda Noah. Ce regard ni suppliant ni implorant semblait dire, « Si personne n'arrête ça, ça va recommencer. » Le bus s'éloigna. À travers la vitre embuée, Noah regarda Ellie serrer son sac à dos comme un bouclier, les genoux repliés, immobile, sans regarder personne. Son poing se serra. Il ne connaissait ni le garçon ni ce qui se passait dans le bus, mais il reconnut le regard d'un enfant si blessé qu'il ne pouvait qu'attendre. Plus tard, il retourna dans son appartement du 2e étage, niché au fond d'un couloir peu fréquenté. L'endroit était si rangé qu'il en était presque stérile. Une lampe de bureau projetait une douce lueur ambrée sur un mobilier minimaliste. La télévision murmurait des nouvelles d'incendies de forêt dans le nord, mais Noah n'écoutait pas. Il resta immobile, les yeux rivés sur l'écran, tandis que son esprit revivait la scène de Birchland. Ses yeux pas de larmes, pas de cris, juste un silence si profond qu'il la faisait souffrir, comme si elle hurlait de l'intérieur. Il ferma les yeux, mais au lieu de s'estomper, l'image s'accentua jusqu'à lui serrer le cœur. Il avait déjà vu ses yeux, à la veille d'un déploiement en Afghanistan, de jeunes soldats tremblants, fusil à la main. Lorsqu'il avait demandé « Ça va », ils avaient menti. La peur d'être perçu comme faible, la peur d'être remplacé au ce même regard avait conduit son unité à des horreurs que personne ne devrait endurer, car personne ne l'avait arrêté à temps. Cette fois, ses yeux appartenaient à une fillette de 8 ans. Noah savait qu'il devait agir. Il posa sa canette d'eau gazeuse non ouverte, ouvrit son ordinateur portable et commença à chercher, ligne de bus 45 de l'école élémentaire Elkwood, école Elkwood plus harcèlement plus jeune élève. Rien d'alarmant ne sortit. La réputation de l'école était irréprochable. Il a ouvert Google Maps et a zoomé sur la route 45, qui traversait des HLM, des quartiers populaires et une résidence sécurisée. Il a noté les heures d'arrivée du bus et les numéros des maisons à proximité. Le tout en moins de 17 minutes. Le lendemain matin, Noah enfila un sweat à capuche gris et des écouteurs et se dirigea vers l'arrêt de bus comme d'habitude, mais cette fois, il arriva tôt à Birchland. Ellie était déjà là, debout comme la veille. Il s'arrêta un peu plus loin et observa. À 6h43, le bus 45 arriva dans un grondement. Ellie recula, serrant son sac à dos contre elle comme pour se préparer à l'impact. Les portes s'ouvrirent brusquement et une nuée d'enfants en sortit.
Le chauffeur, un homme chauve aux lunettes de soleil noires, leur fit signe d'avancer sans un mot. Un garçon en veste noire s'avança vers Ellie. Son visage était impassible, froid. Alors qu'Ellie montait à bord, il donna un léger coup de pied dans son sac à dos, pas assez pour la renverser, mais assez pour la faire trébucher en avant. Elle ne pleura pas et ne se retourna pas, elle monta simplement à bord, tête baissée, silencieuse. Les mains de Noah se crispèrent davantage dans la poche de son sweatshirt tandis que le bus s'éloignait. Il s'avança sur le trottoir et observa en silence, aucun regard ne se retourna de l'intérieur. Personne dans le bus ne se retourna. Tout semblait normal, ce genre de normalité qui vous serre les oreilles avec un silence étrange. Il sortit son téléphone et ouvrit l'application Notes. Ses doigts tremblaient légèrement tandis qu'il commençait à taper, mot par mot. Veste noire, environ 11 ans, bus numéro 45. Il s'apprêtait à fermer l'application lorsqu'il se souvint des voix qui s'étaient élevées juste avant la fermeture de la porte. La voix forte et arrogante d'un garçon lança « Tais-toi ». Un autre protesta « Kyle ne t'a rien fait ». Puis un rire retentit « Ouais, Kyle l'a à peine touché ». Noah marqua une pause et ajouta une phrase, entendit le nom de Kyle, puis la sauvegarda. Mais son esprit repassait ce moment comme une cassette endommagée, collée sur le cadre des yeux d'une petite fille qui le regardait par la fenêtre. Ses yeux sans nom pesaient plus lourd que n'importe quel mot. Il leva les yeux. L'arrêt de bus était vide maintenant, seule une légère brume flottait dans l'air, mais une question s'était déjà formée dans sa tête, si personne ne remarque aujourd'hui, à quel point demain sera-t-il pire? Il se retourna pour partir, mais cette fois, c'était différent. Il ne fit pas son jogging habituel, il rentra chez lui, à gauche plutôt qu'à droite. Dans son esprit, quelques lignes d'un courriel se formaient déjà. Il ne l'enverrait pas immédiatement, mais il savait qu'il le fallait. Ce soir-là, assis devant son ordinateur, il revoyait les images d'une affaire de harcèlement scolaire de 2018, qui avait fait la une des journaux. À l'époque, il n'aurait jamais imaginé y revenir juste pour comprendre une fillette de 8 ans. Mais la guerre ne se joue pas que sur les champs de bataille, certains enfants, comme Ellie, se battent chaque matin dans le bus même qui est censé les emmener sains et saufs à l'école. Et si personne ne les soutient, ils perdent ce qu'un enfant peut avoir de plus précieux, la conviction qu'il mérite d'être protégé. Le lendemain matin, Noah coupa le moteur et prit un dossier blanc sur le siège passager, clairement étiqueté « Inscription à l'école pour tuteur temporaire ». Il redressa sa chemise, remonta ses manches et franchit le portail de l'école élémentaire Elkwood d'un pas calme et assuré, le regard fixe. À l'accueil, il déposa le dossier sur le comptoir. « Je suis ici pour mettre à jour les informations d'inscription de ma nièce, Ellie Dawson. » Personne ne le questionna. Son ton ferme et posé laissait facilement penser qu'il avait sa place ici. En vérité, c'était sa première fois, et Ellie n'était pas vraiment sa nièce. Elle ne connaissait même pas son nom, mais son regard figé et hanté, ce jour-là, sur le trottoir humide, l'avait ramené à un souvenir qu'il pensait avoir enfoui en CM1. Un jour, il avait été enfermé dans le gymnase de l'école pendant le déjeuner, ses baskets fusant vers lui tandis qu'un groupe d'élèves fermait la porte. Lorsqu'un professeur lui avait demandé pourquoi il y avait du sang sur sa chemise, il avait menti, « Je me suis cogné la tête contre un casier ». L'incident s'était terminé par une réunion polie entre sa mère et l'école, où tout le monde avait souri et où personne n'en avait plus jamais parlé. Il avait survécu, mais il avait porté cette blessure invisible chaque année qui avait suivi. Et dans les yeux d'Ellie, il se voyait à 9 ans. C'est pourquoi, la veille, il était resté éveillé tard à imprimer de faux documents. Il savait qu'il risquait d'être expulsé, il n'était même pas sûr qu'on le laisserait parler à qui que ce soit, mais il devait entrer. Il devait voir par lui-même ce qui se passait dans le bus 45. La secrétaire l'accueillit avec un sourire poli tandis que la porte du bureau s'ouvrait. « Bonjour. Avez-vous rendez-vous avec le directeur ?» Noah secoua la tête. « Juste quelques questions rapides concernant l'inscription de ma nièce, nous venons d'emménager à Birchland. » Elle jeta un coup d'œil au dossier et se leva. « Je vais vérifier si mademoiselle Reyes est disponible. » Quelques minutes plus tard, il fut invité dans le bureau de la principale Linda Reyes. La pièce était lumineuse et bien rangée, avec une légère odeur de bois ciré et de vieux café. La principale Reyes la cinquantaine, ses cheveux grisonnants en chignon soigné, ses lunettes à monture noire sur le nez lui adressa un sourire poli mais distant. « Veuillez vous asseoir. J'ai entendu dire que vous envisagez d'inscrire votre nièce. » Noah hocha doucement la tête. « Elle s'appelle Ellie. Je suis la cousine de sa mère. Elle vient de perdre son emploi,
alors je m'occupe d'elle pendant un moment. Elle est un peu timide, alors je voulais m'assurer que l'environnement ici lui conviendrait. Linda l'observa un instant, puis parla d'un ton mesuré, comme si elle lisait un document de politique. Notre école offre un environnement positif et sûr. Nos enseignants sont expérimentés et nous accordons une grande importance au développement émotionnel. Toutes les activités scolaires, y compris le transport, sont étroitement surveillées. Nous n'avons enregistré aucun incident grave et nous continuons de respecter toutes les normes de sécurité. Elle esquissa un léger sourire, celui qui signifiait clore la conversation. Si la famille a des préoccupations particulières, je serais ravi de convenir d'un autre rendez-vous pour en discuter. Noah resta assis en silence, soutenant son regard respectueux, poli, mais imperturbable. Il prit le dossier, se leva et hocha la tête. Mais à l'intérieur, une nouvelle porte s'était ouverte. Si la porte d'entrée était verrouillée, il trouverait un autre moyen d'entrer. Il passa devant le tableau d'affichage, s'arrêta et examina les photos des classes et du personnel. Il ne vit pas le nom d'Ellie, mais il remarqua la photo d'une jeune enseignante aux cheveux roux soigneusement attachés, étiquetée « Brooke Hensley, CE1B ». Il sortit juste devant la cour de l'école, juste avant la récréation. Lorsque la cloche sonna, les enfants sortirent comme des abeilles d'une ruche. Brooke fut la seule à sortir lentement, un presse-papier à la main. Noah s'approcha d'elle d'un ton amical. « Excusez-moi, vous enseignez en CE1 ». Brooke leva les yeux, méfiante. « Oui. Êtes-vous parent ?»« Presque, répondit-il. J'aide ma sœur à s'occuper d'une petite fille, Ellie. Elle ne parle pas beaucoup, mais j'ai le sentiment que quelque chose ne va pas. » Brooke jeta un coup d'œil autour d'elle, puis baissa la voix. Ellie est très silencieuse ces derniers temps. Elle parlait des insectes trouvés dans l'aire de jeu ou des livres empruntés à la bibliothèque, mais maintenant, plus rien. Noah demanda, « Est-ce que quelqu'un en classe l'embête ?» Brooke se mordit la lèvre, les doigts crispés sur les feuilles. Rien de particulier, mais hier, j'ai trouvé son cahier griffonné à l'encre rouge avec des marques de colère. Il y avait même une empreinte de chaussure sur son sac à dos. Noah hocha la tête, sans surprise. Tu sais à côté de qui elle s'assoit habituellement dans le bus? Brooke secoua la tête. Je ne sais pas. Le chauffeur attribue les places, généralement en séparant les plus jeunes des plus âgés, du moins c'était comme ça avant. Ces mots firent froid dans le dos de Noah. Vers midi, il attendait à distance, près de l'arrêt de bus de l'école, caché derrière une rangée d'arbres clairsemés. Lorsque le klaxon du bus retentit, son regard s'éclaira. Ellie fut la dernière à descendre. Elle serra son sac à dos, la tête basse, juste avant de descendre. Kyle, le même garçon au sweat à capuche noire, se pencha et lui murmura quelque chose à l'oreille. Ellie tressaillit et détourna le visage comme pour esquiver une gifle invisible. Personne d'autre ne le vit, et personne ne dit un mot. Noah regarda jusqu'à ce que le bus s'éloigne, puis vit Ellie se diriger vers l'école, toujours silencieuse, toujours sans parler à personne. Ce soir-là, Mademoiselle Brooke resta tard pour ranger sa classe. Alors qu'elle rassemblait les cahiers des élèves à corriger, elle ouvrit le cahier d'Ellie. Entre les pages blanches, elle trouva une feuille entièrement remplie de gris. En plein centre se trouvait le dessin au crayon d'un bus scolaire. À l'intérieur, une silhouette 2 fois plus grande que les autres, mais sans visage. À côté, une silhouette beaucoup plus petite, les genoux contre la poitrine. Au bas de la page, d'une écriture tremblante et irrégulière, Ellie avait écrit « Si je le dis à maman, j'aurai un accident comme papa. » Quand un enfant écrit une chose pareille, les adultes ne peuvent plus se taire. Plus tard, la porte de l'appartement 207 se referma sur Rachel, un léger sifflement de vent s'infiltrant par la vitre. Elle retira ses chaussures à l'entrée, accrocha rapidement son manteau à la patère et laissa son regard fatigué parcourir l'appartement exigu, une cuisine minuscule, une table à manger usée, un canapé aux coins effilochés. Tout était bien rangé, d'une propreté inhabituelle. Ellie ne sortit pas pour l'accueillir. Il n'y avait pas de télévision, pas de musique pour enfants. Rachel posa le sac de courses sur la table et jeta un coup d'œil aux lasagnes froides, intactes, dans le micro-ondes les mêmes qu'elle avait réchauffées le matin même. Sous la douce lumière jaune de la cuisine, Ellie était assise en silence à la table à manger. Ses cheveux tombaient bas de chaque côté de son visage, masquant la plupart de ses traits fins. Ses yeux ne quittaient pas son assiette, et elle dévorait chaque bouchée lentement, comme si elle agissait par instinct plutôt que par faim. Rachel s'approcha, tenant un pot de yaourt encore froid. Elle le posa délicatement sur la table devant sa fille et s'efforça de garder une voix légère.
J'ai du yaourt à la fraise, ton préféré. Ellie hocha légèrement la tête, mais ne leva pas les yeux, ne sourit pas, ne dit pas un mot. Rachel s'assit en face d'elle, les mains jointes sur la table. Elle observa sa fille un instant, puis posa la question qu'elle posait tous les soirs, comment s'est passée l'école aujourd'hui? Pas de réponse, juste le même silence que chaque soir ces derniers temps. Mais ce soir-là, quelque chose se serra dans la poitrine de Rachel. Ellie bavardait sans cesse sur des broutilles, comme un écureuil traversant la cour d'école. Depuis son arrivée dans sa nouvelle école, il y a presque 2 mois, c'était comme si elle était devenue quelqu'un d'autre, silencieuse, renfermée, recluse dans sa coquille. Rachel s'était dit plus d'une fois qu'Ellie avait peut-être simplement besoin de temps, mais au fond d'elle-même, elle savait que ce n'était pas tout à fait vrai et elle savait qu'elle-même avait été mise à rude épreuve. Après qu'Ellie fut montée dans sa chambre, Rachel ramassa le linge et le porta dans la salle de bain. Elle ouvrit le panier à linge et se figea, une culotte de petite fille, roulée en boule et encore humide, enfouie sous les serviettes propres, comme si quelqu'un avait essayé de la cacher. C'était la 2e fois en moins de 2 semaines qu'elle trouvait ça. Avant, elle avait attribué les draps mouillés au somnambulisme. Elle ouvrit le robinet, le souffle coupé, les mains tremblantes. Elle rinça la culotte sous l'eau, refusant d'imaginer le pire, mais la sensation montait déjà comme une inondation qui franchit un barrage. Ce soir-là, Rachel alla voir sa fille. Ellie dormait déjà, recroquevillée comme un petit chaton, les bras serrés contre elle. Rachel s'assit près du lit, caressant doucement les cheveux de sa fille, la poitrine serrée par l'émotion. 2 ans plus tôt, son mari, James, était mort dans un carambolage sur l'autoroute. À l'époque, Rachel était au chômage et devait élever Ellie seule dans cet appartement de location, jonglant entre 2 emplois à temps partiel, serveuse le matin et femme de ménage le soir. Elle n'avait pas eu le temps de jouer avec sa fille, mais il ne lui était jamais venu à l'esprit qu'elle pouvait aussi ne pas remarquer que son enfant s'éteignait lentement. Le lendemain matin, un cri réveilla Rachel en sursaut, « Ne m'oblige pas à m'asseoir à côté de lui ». Elle se précipita dans la chambre et trouva Ellie se tortillant sous la couverture, le front trempé de sueur froide. Rachel la souleva et la serra dans ses bras, essayant de la calmer. Ellie n'ouvrit pas les yeux, elle répétait une phrase dans son sommeil, telle une supplication prisonnière, « Je ne veux pas, s'il te plaît, ne m'oblige pas ». Lorsqu'elle se rendormit enfin, Rachel s'effondra par terre et enfouit son visage dans ses mains, submergée par la confusion, l'impuissance et, surtout, par une peur profonde qu'elle avait tant cherché à éviter. Quelque chose se passait, et elle ignorait quoi. Le lendemain matin, Rachel avait amené sa fille à l'arrêt de bus plus tôt que d'habitude. Elle comptait appeler Ellie pendant son service et l'emmener voir quelqu'un, non pas parce qu'elle avait dit quelque chose, mais à cause de l'état de son regard ces derniers jours. Elle ne pouvait plus faire semblant que tout allait bien. Mais, debout à côté de sa fille, elle hésitait. Ellie se tenait à côté d'elle, serrant son sac à dos, les yeux rivés sur le trottoir. Elle n'avait pas dit un mot, et Rachel ne savait plus comment parler à un psychologue pour enfants. Que dirait-elle si le médecin lui demandait, « Il s'est passé quelque chose à l'école ?» Rachel n'avait pas de réponse. Elle se sentait complètement perdue. Quand le bus scolaire jaune tourna au coin de la rue, Rachel ne put que murmurer, « Si quelque chose ne va pas, ma chérie, dis-le-moi, d'accord ?» Ellie ne répondit pas, elle monta dans le bus, et Rachel resta là à l'observer, ce poids familier appuyé contre sa poitrine. Une voix d'homme s'éleva derrière elle, « Excusez-moi, puis-je vous parler une seconde ?» Rachel se retourna. L'homme était grand, vêtu d'un sweat à capuche gris, avec une carrure athlétique. Quelque chose dans son visage lui rappela, il se tenait près de l'arrêt de bus quelques jours plus tôt. « Je m'appelle Noah, dit-il d'une voix calme et basse. Je ne veux pas vous déranger, mais je pense que votre fille a peut-être des ennuis dans le bus scolaire. » Rachel se figea. Noah la regarda droit dans les yeux, sans sourciller. « J'ai vu un garçon donner un coup de pied dans son sac à dos tous les matins. Elle recule quand le bus s'arrête, ce n'est pas un réflexe normal, c'est la peur. Et le chauffeur ne le remarque même pas, il laissa échapper un bref soupir. J'ai été au combat. Je connais le regard de quelqu'un qui a peur, et ta fille on dirait qu'elle est sur le point d'exploser de l'intérieur. » Rachel déglutit difficilement. Elle ne voulait pas y croire, mais tout ce qu'il disait correspondait à chaque détail qu'elle cherchait à comprendre depuis des semaines, les sous-vêtements mouillés cachés dans des serviettes propres, les dîners silencieux, les cauchemars hurlants, les réponses en un mot. Et maintenant, un parfait inconnu disait exactement ce qu'elle n'avait pas osé exprimer elle-même. Ellie se tenait toujours derrière sa mère, immobile, sans demander qui était cet homme,
sans être curieuse au juste là, comme une ombre. Noah parlait lentement, fermement, chaque mot posé, si tu as besoin de soutien, je suis là. Rachel hocha la tête. Elle ne dit rien, mais pour la première fois depuis des semaines, son regard se posa sur une vérité qu'elle ne pouvait plus quitter des yeux. Elle l'avait manqué, et peut-être qu'à partir de maintenant, elle ne le regretterait plus. Ce soir-là, Rachel fit enfin ce qu'elle aurait dû faire depuis longtemps. Après le dîner, elle s'assit à côté d'Ellie sur le canapé moelleux où elles avaient l'habitude de regarder des dessins animés ensemble. Posant doucement sa main sur le dos de sa fille, elle parla à voix basse, comme si elle craignait de briser le silence fragile qui les séparait. « Je ne suis pas très douée pour remarquer les choses, murmura-t-elle, mais je suis là, et je veux t'écouter quand tu seras prête. » Ellie ne répondit pas. Elle voûta les épaules et, sans un mot, appuya la tête contre un oreiller, ses yeux écarquillés fixant l'espace vide et sombre devant elle. Rachel resta simplement là 1 minute, puis 2 sans rien dire de plus, offrant simplement sa présence. Plus tard, alors qu'elle aidait Ellie à se préparer pour aller au lit, Rachel découvrit quelque chose dans la poche du manteau de sa fille, un petit morceau de papier froissé, plié en 4. Dessus, des dessins au crayon désordonnés représentaient une petite fille debout seule, entourée de personnages plus grands aux visages impassibles. Au-dessus du croquis, en lettres tremblantes, était écrit « Personne ne me croit ». Le cœur de Rachel se serra tandis qu'elle serrait le papier dans sa main. Tôt le lendemain matin, Rachel ne perdit pas de temps. Elle oublia de se coiffer et renonça à son habituel petit déjeuner composé de 3 plats. Au lieu de cela, elle imprima la confirmation de rendez-vous avec le directeur, rassembla tous les dossiers scolaires d'Ellie et frappa à la porte de l'appartement du 2e étage où habitait Noah. Non pas parce qu'elle avait besoin de quelqu'un d'autre pour prendre la relève, mais parce qu'elle était prête à soutenir sa fille. Elle ne lui demanda pas s'il était libre, elle dit simplement « Veux-tu venir avec moi ?» Ils se tenaient tous les deux dans le hall principal de l'école primaire Grant Avenue. L'odeur âcre du désinfectant se mêlait à celle du papier fraîchement imprimé et au léger parfum de moisi d'un paillasson humide. Tout ce qui, autrefois, réconfortait Rachel semblait soudain instable. À ses côtés, Noah marchait en silence, non plus un étranger qui observait, mais un élément de ce qui l'entourait, un solide mur de soutien. Rachel resserra sa prise sur la sangle de son sac et, pour la première fois depuis des semaines, prit une profonde inspiration. Elle n'était plus une mère cherchant à s'intégrer, mais une mère qui s'avançait vers la vérité. La principale Linda Reyes leva les yeux lorsqu'ils entrèrent dans son bureau. Son regard les parcourut tous les deux avant de se poser sur le dossier posé sur son bureau, comme pour leur rappeler que c'est moi qui commande ici. La salle était bien rangée, avec des photos de fin d'études encadrées au mur, mais pas un seul dessin d'enfant en vue. La voix de Rachel tremblait légèrement, mais restait ferme. « Bonjour. Il faut qu'on ait une conversation sérieuse. Il s'agit de ma fille, Ellie Dawson. » Linda haussa un sourcil et croisa les mains. « Je t'écoute, dit-elle. »« Ma fille montre des signes de peur chaque fois qu'elle va à l'école, » poursuit Rachel. « Elle fait pipi au lit, souffre d'insomnie, hurle dans son sommeil, supplie de ne pas être assise à côté de quelqu'un. Je ne l'ai jamais vue comme ça. » Gardant son calme, Linda répondit « Nous n'avons reçu aucun signalement du chauffeur ou des enseignants. Rien n'indique qu'Ellie soit victime de harcèlement. » Le visage de Noah resta indéchiffrable. « Je ne demande pas de rapport, dit-il doucement. Je demande la vérité. Et si vous avez besoin de l'information des caméras de surveillance, regardez-la. » Linda soutint son regard un instant, puis appuya sur l'interphone. « Envoyez Monsieur Cunningham à mon bureau et apportez-moi les images de la caméra de la ligne 48. » L'ordre fut clair et froid, comme toute décision administrative, mais une subtile lueur de doute traversa le regard du directeur. Au bout du couloir, la salle technique se trouvait au fond. Lorsque l'écran s'alluma, Noah se tenait le plus près, et Rachel serrait la manche de son manteau, les doigts crispés. Au début, l'image était granuleuse, comme si de la poussière recouvrait l'objectif. Après quelques minutes de nettoyage, l'image devint plus nette. Horodatage, 6 heures. La caméra montrait Ellie montant dans le bus, un sac à dos usé à la main, la tête basse et le pas terriblement lent, contrairement aux autres enfants qui se bousculaient bruyamment. Juste à l'entrée, Kyle se tenait dos à la voiture, comme par hasard. Au moment où Ellie le dépassa, il recula brusquement, la projetant contre le bord d'un siège. Elle trébucha et faillit tomber. Sans hésiter, Kyle se retourna, arracha le sac à dos d'Ellie des mains, le plaqua violemment contre le siège et le jeta dans l'allée. Avant qu'elle puisse se baisser,
il lui donna un léger coup de pied à la cheville, comme pour la prévenir. Elle se figea, recula instinctivement, comme si elle avait appris à endurer. Elle ne pleura pas et ne leva pas les yeux, elle récupéra simplement son sac à dos, le serra contre sa poitrine et se dirigea vers le fond du bus, où personne n'était assis à côté d'elle. Pas une voix ne parla. Le chauffeur gardait les yeux rivés sur la route, sans jamais se retourner. Ce n'était pas seulement la cruauté de Kyle qui était si difficile à accepter, c'était le silence de tous les adultes dans ce bus. Rachel se couvrit la bouche, Linda ne dit rien, les yeux rivés sur l'écran. Noah croisa les bras, le regard fixe. C'est la 3e fois que je le vois faire ça cette semaine. Nous n'avons jamais. Commença Linda, puis s'interrompit. Elle se tourna vers Brooke Hensley, la professeure principale d'Ellie, qui avait été convoquée pour vérifier ce qu'elles avaient vu. Brooke hésita, puis se força à parler. Ellie a bien mentionné quelque chose une fois. Je lui ai demandé pourquoi elle ne voulait pas faire la présentation avec son groupe, et elle a murmuré, « Je vais me taire, sinon ma mère mourra comme mon père. » Je pensais que c'était absurde. Rachel s'effondrant sur une chaise comme si ses jambes étaient complètement vidées. Un sanglot la déchira, un son déchirant. Cet aveu la blessa plus profondément que n'importe quel couteau, non seulement parce qu'Ellie avait peur, mais parce que cette petite fille avait enduré cela seule, essayant de protéger la seule personne qui lui restait au monde. Et personne, pas une seule personne ne l'avait remarqué. Linda se rassit, le visage transformé. L'administratrice détachée avait disparu. Elle baissa la tête, d'une voix basse et solennelle. Nous allons ouvrir une enquête interne immédiatement. Si nécessaire, je demanderai la suspension temporaire de Kyle pour éviter tout contact ultérieur. Noah hocha la tête. Merci. Mais ça ne s'arrête pas là. Rachel s'essuya les yeux, prit une profonde inspiration et serra les mains sur ses genoux. Elle a tout retenu pendant tout ce temps, et je ne l'ai jamais su. S'il te plaît, ne la force pas à s'accrocher un jour de plus. Linda resta silencieuse. Brooke regarda Rachel, les yeux brillants de détermination. Je resterai aux côtés d'Ellie, au moins tant qu'elle sera dans ma classe. En sortant de l'école, le vent froid du matin leur frappa le visage, confirmant que c'était un véritable début, fini les doutes, fini le déni. Pour la première fois, Rachel ne marchait pas seule. Le comportement de Kyle n'était pas seulement suspect, il témoignait indéniablement d'un comportement clair et récurrent, intentionnel et malveillant. Et le plus déchirant était l'expression terrifiée et vaincue d'Ellie. L'après-midi même, l'école a contacté les parents de Kyle et a demandé à Rachel et Noah de revenir. Nous devons gérer la situation en interne avant que cela ne se propage, a déclaré la directrice Reyes, manifestement inquiète. En fin d'après-midi, la grande salle de conférence de l'école Elkwood était bondée. Des chaises en plastique étaient alignées serrées les unes contre les autres, et l'air était chargé de climatisation recyclée et de regards interrogateurs et défensifs. Noah était assis à côté de Rachel au premier rang. La table de réunion devant eux était équipée d'un projecteur, d'un ordinateur portable et d'une épaisse pile de dossiers. Linda, la directrice de l'école, feuilletait les papiers, le front crispé par la tension. Derrière elle se tenait mademoiselle Brooke, le visage tiré et anxieux. La porte s'ouvrit brusquement et les Brennan entrèrent, comme s'ils portaient une autorité toute particulière. Monsieur Brennan portait un costume gris sur mesure avec une cravate rouge, les cheveux impeccablement coiffés. Il entra comme s'il s'apprêtait à présider la réunion. Sa femme le suivait, vêtue d'une robe de velours noir, les lèvres pincées. Aucun salut n'était échangé. Nous avons été convoqués pour répondre à une allégation inhabituelle, a annoncé monsieur Brennan sans préambule. Il s'agit de notre fils, Kyle Brennan. La voix de Linda resta posée. Nous enquêtons sur des signalements de harcèlement dans le bus scolaire. Une vidéo a été retirée. Une vidéo ? Monsieur Brennan laissa échapper un rire bref et glacial. Vous voulez dire une vidéo floue prise dans un angle mort, sous un mauvais angle, et maintenant vous accusez mon fils ? La main de Rachel se serra plus fort sur le bras de sa fille. Ma fille, Ellie, a complètement changé ces 2 derniers mois. Elle n'arrive pas à dormir, elle fait pipi au lit toutes les nuits. Vous croyez que mon fils est responsable ? L'interrompit-il. Kyle a été bien élevé, coupa froidement monsieur Brennan. C'est un excellent élève, il fait du sport et il n'a jamais eu la moindre note. Je n'avais même pas entendu ce nom jusqu'à aujourd'hui, dit doucement la mère d'Ellie. Du fond de la salle, un parent parla doucement mais fermement, c'est peut-être juste un malentendu.
Les enfants sont parfois violents. Une autre voix ajouta, Kyle a toujours été gentil avec mon fils. Il ne me semble pas être du genre à le harceler. Un murmure se répandit, des mots tranchants comme des lames émoussées. Noah se leva. Il n'avait besoin ni de papier ni de micro. Un enfant souffre, et tout le monde ici ne parle que de qui est le plus crédible, qui est le mieux élevé, qui est le mieux placé socialement. Aucun d'entre vous ne pose la seule question qui compte, de quoi cet enfant a-t-il besoin en ce moment? La pièce se tut. Linda fixa la table, les poings serrés, puis relâchés. L'espace d'une seconde, elle sembla sur le point de parler, mais elle ravala ses paroles. Mademoiselle Brooke baissa la tête. Monsieur Brennan a rompu le silence. Si Ellie est si fragile, elle n'est tout simplement pas faite pour un environnement compétitif ici. Chacun doit apprendre à se défendre. Noah se tourna vers lui, d'une voix basse mais ferme. Heureusement que tout le monde ne le voit pas de cette façon. Leurs regards se sont croisés dans une froide confrontation entre deux mondes totalement différents. Derrière la porte vitrée, légèrement claquante, Ellie pressa son visage contre la vitre. Son souffle embua la vitre, sa peau était pâle, ses yeux écarquillés et creux. Rachel se retourna, sous le choc. Ellie n'était pas censée être là, et pourtant elle n'entra pas. Elle resta plantée là, les yeux rivés sur Noah, comme pour le supplier silencieusement, comme s'il était le seul à comprendre encore. Noah traversa la pièce et ouvrit la porte. Ellie recula, se tenant la poitrine. « Tout va bien, murmura-t-il. Je suis là. » Elle ne dit rien, mais ses yeux en disaient long. Dans un coin, Kyle était assis à côté de ses parents, le silence gravé sur son visage. Il n'avait pas parlé une seule fois. Lorsque Noah ouvrit la porte à Ellie, son regard balaya ses parents comme s'il transperçait quelque chose de longtemps caché en lui. Les doigts de Kyle serraient si fort le bas de sa chemise que ses jointures en perdaient toute couleur. Sous l'apparence polie de l'enfant surdoué que ses parents arboraient si fièrement, se tenait un garçon de 11 ans à qui on n'avait jamais appris à reconnaître ses erreurs, seulement à gagner, à sauver la face et à ne jamais paraître faible. Dans son monde, la faiblesse signifiait être mis de côté. Il avait entendu son père dire un jour, « Ne sois pas trop doux en compétition, la compassion est une faiblesse. » Peut-être que, quelque part, dans cette éducation perverse, Kyle avait transposé cette même conviction dans la cour de récréation et dans le bus. Pourtant, face à Ellie non pas à travers des histoires de seconde main ou des vidéos de surveillance, mais à travers son vrai regard, son vrai souffle quelque chose en lui vacillait. Pas vraiment de regret, mais une profonde confusion. Il se détourna, tentant de cacher son visage pour la première fois. Personne n'avait jamais appris à Kyle comment réagir lorsqu'il avait tort. Seulement comment le nier. Mais peut-être que cela allait changer. La réunion s'est terminée sans résolution, le verdict étant resté en suspens. Une ligne avait été tracée entre ceux qui choisissaient de se lever et ceux qui préféraient rester à l'écart. Rachel prit la main d'Ellie en partant. Ellie ne tremblait plus, ses larmes ne coulaient plus. À la place, une seule pensée, résolue, s'amplifiait à chaque pas, si je ne la protège pas, qui le fera? Le lendemain matin, l'école d'Elkwood était inhabituellement calme. Au fond de la classe, le bureau d'Ellie portait encore son petit sac à dos, intact. Dans la cour, des enfants jouaient au basket, mais les rires étaient discrets. Même Kyle Brennan était assis tranquillement près de la fenêtre, la tête baissée, n'étant plus le souverain silencieux qu'il était autrefois. Plus tard, dans la salle des professeurs, Mademoiselle Brooke tapait son plan de cours lorsqu'on frappa doucement à la porte. Un petit garçon aux cheveux bruns jeta un coup d'œil, les yeux pétillants de peur, mais les pieds immobiles. « Benji, tout va bien, mon chéri ?» demanda doucement Mademoiselle Brooke. Le regard du garçon parcourut les alentours. « Pourrais-tu fermer la porte, s'il te plaît ?» Elle l'a fait, fermant le couloir curieux. Il ne s'assit pas, il resta debout, les mains agrippées aux bretelles de son sac à dos. « Kyle ne frappe jamais Ellie devant personne », commença-t-il à voix basse. Il murmure des trucs, comme « si tu balances, je te fais disparaître, comme ton père », ou « personne ne te croit, espèce de salaud ». Il le dit si bas qu'Ellie l'entend, ce qui aggrave les choses. C'est comme un jeu dont seul Kyle connaît les règles, et Ellie est coincée sans issue. Mademoiselle Brooke resta figée, stupéfaite. « Il l'a frappée ?» « Plusieurs fois, » dit Benji, la voix brisée à la fin, même s'il ne pleurait pas, à chaque fois, il dit que si elle parle, sa mère aura un accident. Elle a trop peur pour dire quoi que ce soit. Elle reste simplement à l'écart.
Mademoiselle Brooke le fit asseoir et le laissa parler. Pourquoi me le dire aujourd'hui, demanda-t-elle doucement. Benji regarda par la fenêtre. Hier, j'ai vu Ellie debout devant la fenêtre de la salle de réunion. Je n'ai jamais vu quelqu'un aussi perdu, comme s'il ne lui restait plus rien. Je ne veux pas que quelqu'un d'autre ressente ce qu'elle ressent. Un silence pesant s'installa. Mademoiselle Brooke hocha la tête, fouilla dans son tiroir et lui tendit un carnet. Tu peux l'écrire. Tu n'as pas besoin d'en dire plus si tu n'es pas prêt, mais écris-le pour que les adultes comprennent et qu'Ellie sache qu'elle n'est pas seule. Benji s'assit, les mains tremblantes, et commença à écrire. La première page indiquait la date. Sur la seconde, en une seule phrase cinglante, il écrivit. J'avais l'habitude de penser que si je restais silencieux, maman serait en sécurité, mais rester silencieux ne m'a jamais fait moins peur. En moins d'une heure, la nouvelle s'était répandue au-delà du bureau. Jasmine, une élève de CE2, s'approcha discrètement de l'infirmière, une vieille échymose sur la joue. Pour la première fois, elle prononça le nom du garçon qui l'avait poussé de sa chaise, Kyle. Cet après-midi-là, dans le bureau du directeur, Linda lut le rapport de Benji. Ses doigts agrippèrent le bord du papier et son visage perdit toute couleur. Linda appela immédiatement les Brennan. Le costume impeccable et le demi-sourire de Monsieur Brennan de la veille avaient disparu. Il était pâle et muet tandis que Linda lisait à voix haute, mot pour mot, l'écriture de Benji honnête et crue, comme celle d'un enfant. J'espère que ta mère aura un accident de voiture, prendra son sac à dos et le cachera, poussera Jasmine par terre, puis rigolera. Linda ne dit plus un mot. Elle déposa simplement 3 rapports d'incidents sur le bureau. Impossible de nier la réalité. Vous pouvez y aller, dit-elle d'une voix fatiguée mais ferme. Mais votre fils ne sera pas autorisé à monter dans le bus scolaire tant que l'enquête ne sera pas terminée. Et je crois qu'il est temps que vous ayez une vraie conversation avec Kyle. Les Brennan partirent en silence. Il n'y avait plus personne pour les défendre. Plus tard dans l'après-midi, alors que Noah retournait à l'école pour récupérer les papiers d'Ellie, Mademoiselle Brooke s'approcha de lui, un petit carnet à la main. Benji a écrit et Jasmine a parlé, dit-elle, la première vague a commencé. Ellie a ouvert la porte et maintenant un autre enfant a trouvé le courage de la franchir. Noah prit le carnet, la poitrine serrée. Ces mots tremblants et courageux n'étaient pas seulement une preuve, c'était un avertissement, le silence tue la vérité, et ce n'est que lorsqu'un enfant ose parler que le monde n'a finalement d'autre choix que de l'écouter. De retour dans la salle de conférence du 3e étage, habituellement réservée aux discussions du personnel, un panneau était accroché à la porte verrouillée, réunion interne. Entrée interdite. L'air était lourd, presque métallique. Les adultes étaient assis face à face, dans un silence tendu. D'un côté, Noah, Rachel et une avocate spécialisée dans la défense des enfants ou une petite femme au regard perçant. De l'autre, le couple Brennan, le visage crispé et fuyant, accompagné de leur avocat, un homme en costume bleu, la tête baissée, feuilletant des documents. La directrice Linda était assise entre eux, serrant son stylo fermement, comme si c'était la dernière chose qui la gardait calme. Vous pouvez commencer, dit-elle d'une voix étranglée. L'écran au centre de la pièce s'illumina. Un extrait clair et irréfutable de la caméra de sécurité du bus passa, Kyle pinçait le bras d'Ellie jusqu'à ce qu'il soit meurtri, lui arrachait son sac à dos et le jetait par terre. Aucune explication, aucune intervention du chauffeur. La séquence passa sur une note manuscrite de Benji, l'écriture épaisse et rectiligne d'un enfant maintenant affichée ligne par ligne à l'écran. Mademoiselle Brooke se leva et lut silencieusement un extrait. Kyle a dit que si je le disais à l'institutrice, ma mère serait blessée, alors je suis restée silencieuse. Mais Ellie ne devrait pas être obligée de se taire comme moi. Les mains de Rachel tremblaient lorsqu'elle ouvrit son sac en toile et en sortit un carnet rose pâle aux coins effilochés. C'est le journal d'Ellie, dit-elle, les yeux rivés sur ses mains. Elle ne m'a pas laissé le lire, mais hier soir, je l'ai trouvé sous son oreiller. Personne ne l'interrompit. Rachel tourna une page, les yeux fixés sur les lignes de l'écriture. Lorsqu'elle parla, sa voix se brisa du plus profond d'elle-même, si je disparais, maman n'aura plus à s'inquiéter. Un silence pesant comme une cloche funèbre s'abattit sur la salle. Elle n'a que 8 ans, murmura Rachel, comme si elle demandait l'air. Elle ne sait toujours pas comment épeler correctement le nom de Kyle, mais elle a déjà appris à penser qu'elle doit disparaître. L'avocat des Brennan se déplaça sur sa chaise et parla d'un ton égal et mesuré, avec toute l'empathie que je vous dois, j'espère que nous pouvons convenir que ce comportement ne constitue pas une infraction pénale. Mon client est mineur.
il n'y a eu aucun acte intentionnel de violence physique grave, ni aucune intention démontrable de causer des lésions neurologiques ou psychologiques à long terme. Un autre silence, puis Noah se leva. Il ne dit rien au début. Au lieu de cela, il fouilla dans sa serviette, en sortit une petite photo et la posa au centre de la table. Un garçon d'environ 13 ans, au sourire radieux, tenait une guitare. « Voici mon fils », dit Noah d'une voix basse mais assurée. Ethan. L'année dernière, il a sauté du 4e étage de sa résidence universitaire. Cette nuit-là, j'étais sur un chantier. Je n'ai pas réussi à rentrer à temps. Il marqua une pause, personne n'osait le regarder dans les yeux. 2 mois auparavant, il avait raconté à son professeur qu'un camarade l'avait traité de sourd-muet et menacé de lui arracher sa guitare. Personne n'a rien fait, car le garçon qui avait dit ça était le fils du plus gros donateur du conseil scolaire. Noah sortit un petit bout de papier de son portefeuille et le tendit à Rachel. Elle le lut lentement, les yeux fixés sur l'encre. « Si je m'arrête ici, plus personne ne sera gêné. Papa ne sera pas gêné. L'école n'aura pas à enquêter. Je resterai silencieuse pour toujours. » Personne ne bougea. Linda baissa la tête comme si elle ne voyait soudain plus le chemin devant elle. « Je pensais que se taire signifiait maintenir la paix, » dit-elle d'une voix rauque. Mais j'avais tort. Elle se tourna vers son avocat, puis vers les Brennan, tous deux maintenant rivés au sol, silencieux. Kyle Brennan sera suspendu indéfiniment. La famille doit coopérer pleinement à l'enquête. L'école Elkwood présentera des excuses publiques à Ellie Watson et à sa famille, ainsi qu'à tout élève ayant subi un préjudice du fait de notre négligence. Rachel pleurait non pas en sanglots, mais avec des larmes qui coulaient comme quelqu'un qui vient de voir le ciel pour la première fois. Noah hocha légèrement la tête. Il ne sourit pas et ne soupira pas, il regarda simplement la photo d'Ethan une dernière fois avant de la remettre dans son sac. Tout le monde quitta la pièce. Linda fut la dernière à s'attarder, seule, les yeux fixés sur la chaise vide en face d'elle. Personne dans cette pièce n'était resté le même. Ceux qui avaient été autrefois qualifiés de « juste des enfants qui font des enfants » avaient enfin été appelés par son vrai nom. Dehors, le ciel d'octobre se délestait de feuilles dorées, comme si quelqu'un balayait discrètement de vieux souvenirs. Le vent avait perdu son mordant. À l'école élémentaire Elkwood, des banderoles portant l'inscription « Semaine de la gentillesse » flottaient sur la cour. Les élèves coloriaient des dessins à la craie sur le trottoir et plantaient des fanions dans l'herbe. Ces teintes joyeuses semblaient une tentative douce de réparer des fissures que chacun sentait, mais que personne n'osait nommer. Ellie Watson, les cheveux attachés en queue de cheval haute, un petit sac à dos en forme de lune sur les épaules, se tenait au bord du trottoir, tenant la boîte à lunch que sa mère avait préparée. À côté d'elle se trouvait Mia, une nouvelle amie de la classe d'à accent grave côté. Mia avait une demi-tête de moins, portait des lunettes rondes et souriait doucement. Le bus scolaire jaune apparut au bout de la rue. Ellie fit un pas en arrière, clignant rapidement des yeux mais cette fois, Mia ne dit pas « n'aie pas peur », comme elle le faisait d'habitude. Au lieu de cela, elle tendit sa petite main, révélant une grue en papier violet. « C'est pour toi, dit-elle. » Je l'ai pliée à partir de mon carnet, sans trembler les mains cette fois. « D'accord, » dit Mia d'une voix plus douce que le vent. Ellie serra la grue en papier, hocha la tête, puis monta dans le bus. Kyle n'était pas là. La banquette arrière était vide depuis 6 semaines. Ellie choisit un siège au milieu, ni trop près du conducteur, ni juste à côté de la fenêtre. Mia s'assit à côté d'elle et sortit une feuille de papier propre. Aujourd'hui, elle plierait une tortue de mer. Mais alors que Mia ouvrait son journal, un petit mot soigneusement plié glissa du milieu de son carnet. Ellie le ramassa. C'était du papier ligné, écrit à l'encre bleue inclinée. Astérisque astérisque Ellie, je ne sais pas comment commencer, mais ce jour-là, quand je t'ai vue assise seule sans lever les yeux. J'avais l'impression d'avoir cassé quelque chose que je ne pouvais pas réparer. J'ai dit des choses effrayantes parce que je te voyais comme faible, et cela m'a fait me sentir fort. Mais la vérité c'est que je suis le plus faible, j'avais besoin de blesser quelqu'un d'autre juste pour me sentir bien. Je suis désolé. Non pas pour que tu me pardonnes, mais pour que tu saches qu'à partir de maintenant, personne ne viendra chuchoter dans ton dos désormais. Kyle astérisque astérisque. Les mains d'Ellie tremblaient en finissant sa lecture. Lentement, elle replia le mot, comme pour le ranger dans un coin secret de son cœur. Devant l'école, Noah se tenait immobile sans manteau, sans hâte tel un lampadaire, silencieux, mais suffisamment lumineux pour qu'on puisse y voir. Chaque matin,
il venait, sans même mettre les pieds à l'intérieur, sans que personne ne le remarque. Sa seule présence semblait dire « Je suis là pour toi ». Cet après-midi-là, Rachel conduisit Ellie à sa séance de thérapie. La pièce était couleur crème, baignée de lumière par de hautes fenêtres. Ellie parla peu, mais lorsqu'on lui demanda, elle prit un crayon noir et dessina deux silhouettes, une grande fille debout derrière une fille plus petite. Le visage de la silhouette avait deux yeux froids, mais pas de bouche. « C'est l'ombre », murmura Ellie. Mais aujourd'hui, elle se tient un peu plus loin. Les yeux de Rachel la piquaient. Elle posa doucement sa main sur le dos de sa fille et attendit que quelques respirations calmes s'écoulent. Le lendemain matin, lorsque le bus s'arrêta devant le portail, Ellie ne baissa pas la tête. Elle descendit, fit quelques pas, puis s'arrêta. Noah était là, comme toujours. Avant qu'il ne puisse la repérer du regard, Ellie courut vers lui. Elle ne dit pas un mot. Elle tendit simplement une grue en papier rose tendre, aux ailes lisses, aux plis nets, sans plis. « Je l'ai pliée sans que mes mains tremblent », a déclaré Ellie. Noah se pencha. Une lueur de surprise passa sur son visage, puis s'estompa. Il ne la serra pas fort dans ses bras, il posa doucement une main sur son dos, comme s'il touchait quelque chose d'incroyablement fragile et pourtant d'une force inébranlable. De loin, Rachel se tenait debout, la main sur la bouche. Elle ne pleurait pas, mais ses épaules tremblaient, comme si son souffle était bloqué au plus profond de sa poitrine. Les feuilles tombaient autour d'eux, l'école derrière eux bourdonnant de son bruit habituel. Mais à cet instant, quelque chose d'irréversible s'était produit, non pas parce que quelqu'un avait pris la parole, mais parce qu'un enfant avait osé croire à nouveau au monde, et qu'un autre avait trouvé le courage d'admettre ses torts. Une semaine plus tard, la cour de l'école d'Elkwood était illuminée de drapeaux et de fleurs. Des rangées de chaises en plastique étaient soigneusement disposées sous le soleil matinal, et un panneau derrière la scène indiquait « Cérémonie de clôture. Célébration de la semaine de la gentillesse ». Les élèves étaient assis en silence, vêtus d'uniformes impeccables, le visage mêlant excitation et curiosité. Rachel se tenait juste en retrait de la scène, serrant contre elle le bouquet de fleurs en papier qu'Ellie lui avait demandé de tenir. Elle regardait sa fille, vêtue d'une simple robe blanche, les cheveux soigneusement tressés, assise au premier rang à côté d'une nouvelle amie. Le cœur d'Ellie battait encore fort, mais cette fois, ce n'était pas de peur. Sur scène, la directrice Linda tenait le micro, sa voix légèrement instable. Aujourd'hui, pour la première fois dans l'histoire de l'école Elkwood, nous rendons hommage à quelqu'un qui n'est ni un élève ni un enseignant, mais quelqu'un qui est entré dans ces couloirs non pas par devoir, mais parce qu'il ne pouvait tout simplement pas rester les bras croisés. Des applaudissements fusèrent. Noah s'avança lentement, vêtu d'une simple chemise sans maquillage de scène, juste lui, comme toujours. Il observa la foule, les yeux des enfants, les visages des parents, les professeurs qui avaient douté puis changé. Il n'avait pas de notes. Il n'avait pas besoin de discours. Je pensais que les soldats n'avaient leur place que sur les champs de bataille, commença Noah d'une voix grave et posée. Mais j'avais tort. Une douce brise soufflait sur la cour. Il existe un autre type de champ de bataille, un champ où le silence est l'arme la plus dangereuse, où les enfants se battent seuls chaque jour pour survivre. Personne ne parlait. Quelques chaises craquaient tandis que les adultes se redressaient et que les élèves s'arrêtaient pour écouter. Je ne suis pas venu ici pour être un héros, a poursuivi Noah. Je suis juste un homme qui a perdu un enfant. Quand j'ai vu un autre enfant trembler, invisible aux yeux de tous, je n'ai pas pu m'en aller. Dans la foule, Ellie se leva. Personne ne le lui demanda. Elle fit quelques pas tremblants et le prit dans ses bras. Ce n'était ni précipité ni mis en scène. C'était une étreinte née de la gratitude, celle d'une enfant qui vivait dans la peur mais qui croyait désormais. Noah posa doucement une main sur son épaule et la serra doucement. Puis il se pencha et murmura juste assez fort pour qu'Ellie l'entende. « Tu es ton propre garde. Je suis juste là, à tes côtés. » Ellie se tourna vers toute la cour de l'école, pas de micro, pas de notes, rien de répété. « J'ai toujours peur, dit-elle d'une voix faible mais claire, mais maintenant je sais qu'avoir peur ne signifie pas que je dois rester silencieuse. » Il y eut un silence profond et haletant. Puis des applaudissements en naissant d'un petit coin, se propageant comme une vague. Mademoiselle Brooks s'essuya les yeux. Linda baissa la tête. Rachel ne dissimula plus ses larmes, elle sourit simplement, les yeux humides mais le cœur apaisé. Soudain, une enfant de maternelle a levé la main. Personne ne le lui avait demandé. Elle s'est levée et a crié « Quand je serai grande,
Je veux être comme lui. Un rire léger comme une brise d'automne flottait dans l'air. Noah ricana doucement, mais ne dit rien de plus, car, à vrai dire, ce n'était pas lui qui avait appris quoi que ce soit à qui que ce soit. C'était Ellie, par son courage et son innocence, qui venait de donner une leçon au monde. L'histoire d'aujourd'hui ne parlait pas seulement d'Ellie, la petite fille qui a trouvé le courage d'affronter sa peur. Elle parlait aussi de Kyle, le garçon qui a choisi d'affronter ses erreurs. Parfois, ce dont un enfant a besoin, ce n'est pas d'une punition, mais de compréhension, quelqu'un d'assez patient pour rester et une chance de recommencer. Les blessures silencieuses laissent souvent des cicatrices plus profondes que celles que l'on voit. Mais il suffit d'une personne prête à s'avancer et à dire « Je crois en toi ». Et tout peut changer. Que pensez-vous du silence des adultes dans cette histoire? Si vous étiez enseignant, parent ou même simple passant, comment réagiriez-vous si vous voyez un enfant baisser la tête trop longtemps? Partagez vos impressions dans les commentaires ci-dessous, je lis chaque mot que vous laissez derrière vous. Et si vous vivez une situation similaire, ou si vous l'avez surmontée, sachez que vous n'êtes pas seul. Cette chaîne est, et sera toujours, un lieu où vous pourrez trouver empathie, bienveillance et espoir. Comment vas-tu aujourd'hui? Si tu te sens d'attaque, j'aimerais savoir comment s'est passée ta journée.